Je vais être très brève. Je voudrais qu'on commence le travail et qu'on puisse accueillir Thierry le plus rapidement possible et qu'on puisse arriver quand même à échanger. Donc nous avons invité Thierry à partager avec vous un petit moment. Thierry est un anthropologue, je ne vais pas redire ce qui a été dit dans l'affiche, hein. Vous avez un petit peu son parcours professionnel. Simplement, moi j'ai rencontré Thierry parce que j'ai travaillé avec Thierry pendant quelques années. Et voilà, et d'autres personnes ici dans cette salle ont travaillé avec Thierry, donc on connaît un petit peu son travail. C'est surtout un chercheur qui ne se contente pas de chercher dans son bureau. Je crois que c'est ce qui le caractérise. Et c'est aussi dans ce sens-là qu'il intervient aujourd'hui, parce qu'il pourra vraiment répondre aux questions qui sont les vôtres aujourd'hui en ce qui concerne les jeunes. Et parce qu'il est resté actif et qu'il est engagé dans cette action-là. Voilà. Oui, excuse-moi. Le mode de fonctionnement, j'ai oublié le plus important quand même. Pendant à peu près 1 heure, Thierry va un petit peu exposer, hein, parce qu'il faut bien avoir du matériel pour qu'on puisse lui poser des questions. Donc pendant ce temps-là, je vous invite à écrire toutes les questions qui sont les vôtres sur des papiers. Ces papiers, à la fin de l'intervention de Thierry, nous les ramasserons et on vous accordera un petit temps de pause. Et puis ensuite, Thierry répondra aux questions qui ont été posées par écrit. Ça vous va comme mode de fonctionnement? Oui, ça va. C'est super. Merci beaucoup, Anne. Je suis très content d'être avec vous et d'avoir déjà pu participer à un petit temps de travail hier soir. Donc, effectivement, je suis anthropologue. Alors peut-être, je vais essayer de dresser un petit peu un paysage des recherches qui sont les miennes sur les adolescents contemporains. Voilà, un paysage un peu vaste et puis qui puisse vous permettre peut-être de faire écho chez vous à vos propres questions, à vos propres pratiques. Donc j'ai été éducateur spécialisé, j'aime bien le rappeler, j'ai été éducateur pendant 20 ans, de 1974 à 1994, et j'ai commencé en 1974 en prévention spécialisée, je vous en parlerai un petit peu, au Neuhof, quartier de Strasbourg que certains connaissent sans doute, qui à l'époque était connu même au niveau de l'ensemble de l'Hexagone, puisque c'était malheureusement le quartier de France où le taux de chômage des jeunes était plus important, puisqu'il était à l'époque de 33%. Voilà. Vous savez qu'aujourd'hui, en France, le chômage des jeunes, globalement, pour l'ensemble de l'Hexagone, on a des derniers chiffres de l'INSEE, il est à 23%. Donc ce qui est encore une poche endémique du chômage de masse. Et puis de 1984, donc 74-94 EDUXP, et 94-2014, enseignant-chercheur à l'Université de Strasbourg. Donc 20 plus 20, ça fait 40. D'après la CAF, dans 3 ans, ciao. Voilà. Donc, bon, c'est pas mal, quoi. Place aux jeunes. Donc, depuis, c'est sans doute un peu pour ça que Anne avait souhaité m'inviter. Depuis 1994, dans mes fonctions à l'Université de Strasbourg, j'anime avec 2 collègues un groupe d'enquête sur les conduites à risque des jeunes. Alors, les conduites à risque des jeunes, en termes sociologiques, pour le dire vite, on entend par conduite à risque des jeunes tout comportement qui, poussé à l'extrême, peut mettre la vie du jeune ou son intégrité physique en danger, ou l'intégrité physique de son environnement. Oui, ça fait pas mal de choses, hein, et donc on a repéré au niveau du labo 11 catégories de conduite à risque chez les jeunes. Ça fait d'ailleurs un peu sourire nos amis psy qui disent vous êtes fous quand même. Voilà, vous savez, les psys et les sociaux, c'est toujours un peu bizarre. Hein? Ouais, mais bon, oui. Ouais. Bon, vous savez, les psychologues et les sociologues, c'est un peu comme les chiens et les chats. Hein, si vous avez des amis des bêtes dans la salle, ça vous parlera. Lorsqu'on élève un chiot et un chaton ensemble, ça se léchouille, ça se papouille, ça joue ensemble, ça vit bien.
Et quand vous foutez un vieux matou et un vieux cabot ensemble, ça s'arrache les tripes, voilà. Et bien chez les psychologues, les sociologues, c'est pareil. Il faut commencer très tôt pour que ça s'apprivoise, ces choses-là, et qu'on puisse bosser ensemble. Voilà. Donc les psys... Vous savez repérer les représentations abusives. Oui. Voilà. Donc, et voilà, et je ne l'ai pas dit, mais pour la... Je suis psychanalyste aussi, voilà, nul ne se... Voilà. Nul ne se refait, nul n'est parfait. Donc, mais c'est vrai qu'une des choses sur qui fait question entre nous, psychologues et sociologues qui travaillons ensemble sur des questions d'adolescence, c'est que les psychologues me disent « Mais attendez, vous, les sociologues, vous mettez les addictions, les violences, la délinquance, les troubles du comportement alimentaire, tout ça, vous mettez dans le même paquet. Hein » Enfin, quand même, les formes sont extraordinairement différentes et on ne peut pas comparer l'incomparable. Et en fait, d'un point de vue plus anthropologique, depuis 1994, qu'on travaille sur ces comportements effectivement si différents dans les formes, on s'est aperçu qu'il y avait 3 invariants anthropologiques à toutes les conduites à risque des jeunes. Si vous voulez, on pourra en reparler plus longuement. Je les signale juste comme ça à titre indicatif. C'est un rapport au signifiant mort, un rapport au signifiant mort. Ah, d'accord. Bon, voilà, ça y est, ok. C'est parti. Bon, alors, pourquoi effectivement, voilà, mais c'est bien, merci de me rappeler que de temps en temps on jargonne et qu'il faut expliquer ces jargons. Pourquoi on dit un rapport au signifiant mort et pourquoi on ne dit pas plus simplement un rapport à la mort, point barre? Eh bien, simplement parce que tous ces jeunes qui parfois ont des conduites à risque extrême, flirtent avec la mort, bravent la mort, risquent la mort, et hélas pour quelques-uns d'entre eux rencontrent la mort, dans leur écrasante majorité n'ont absolument pas envie de mourir. Ce sont des jeux de mort pour une plus-value de vie, hein, pour pouvoir retrouver un peu d'étoffe, un peu d'épaisseur à une vie dont on a l'impression peut-être parfois qu'elle en a peu. Voilà, donc un rapport au signifiant mort, et d'ailleurs, preuve en est, un chiffre plutôt rassurant, c'est la baisse régulière depuis 10 ans maintenant du nombre de suicides chez les jeunes, mais paradoxalement avec une augmentation des tentatives de suicide. Vous avez une masse de tentatives de suicide chez les 12-25 ans qui est impressionnante, et un taux de réussite, entre guillemets, si je puis me permettre, qui est extrêmement bas. Hein, alors que chez les personnes âgées, par exemple, vous n'avez pas de tentative de suicide. Un vieux, il ne se loupe pas. Un jeune se loupe. Hein, voilà, donc ça c'est donc le premier invariant, le rapport au signifiant mort. Le deuxième invariant, c'est un rapport au corps, puisque c'est le corps dans son intégrité qui peut être blessé, brisé, détruit. Et le troisième invariant, c'est que finalement on peut lire toutes ces conduites à risque comme des rites intimes de passage, hein, ou pour le dire de manière plus simple, comme des tentatives de grandir par soi-même, quand les environnements ou la proximité ne permet pas ces espaces de grandissement. Actuellement, depuis quelques années, j'ai essayé de trouver un équilibre dans mes recherches en menant toujours 2 parallèlement. Une recherche plus ethnographique et une recherche plus en socio-anthropologie de l'adolescence. Les recherches ethnographiques, pour vous donner les 2 dernières, de 2008-2013, j'ai mené une mission au Congo-Brazzaville pour un recueil des traditions orales Congo à destination des jeunes Congolais. Donc je suis arrivé à Brazzaville, la dernière guerre civile avait encore laissé des traces, les milices n'étaient pas encore toutes désarmées. Mon pick-up a pris une rafale de Kalachnikov, il n'y a eu aucun blessé. Les écoles dans lesquelles j'ai travaillé, parfois plus de la moitié des enfants bégayaient, hein, des suites de traumatismes de guerre. Voilà. Et puis maintenant que ma mission au Congo est terminée, j'ai démarré une mission jusqu'en 2017 à Mayotte. Alors je travaille dans ce cadre-là pour une association qui aurait certainement pas mal de liens
d'affection avec le MAN, qui s'appelle Mémoire de la Terre et Développement, et qui est une association humanitaire qui s'intéresse aux pays de tradition orale, où les traditions orales, du fait des guerres ou des épidémies, sont en train de disparaître. Donc, avec un espèce de paradoxe, comment conserver les patrimoines immatériels, alors que par définition, ils n'étaient pas donnés à être écrits. Voilà. Donc, ils ont inventé un concept qui est plutôt sympa, c'est les enfants écrivains de la brousse. L'idée étant de recueillir les traditions orales pour les enfants et par les enfants. Donc au Congo comme à Mayotte, je travaille avec des enfants de tous les âges qui recueillent des traditions que je valide ensuite avec des universitaires pour faire un ouvrage à destination des enfants. Donc là, par exemple, vous avez l'ouvrage pour les jeunes Congolais qui est paru. Et je dois dire que, bon, l'auteur... bien sûr, mais l'éditeur et le diffuseur ont fait de gros efforts pour que l'ensemble des bénéfices aillent aux écoles du Congo. Voilà. Et puis Mayotte, bon, le Congo-Brazzaville, vous savez, c'est un pays avec un dictateur, Denis Sassou Nguesso, dont on entend parler assez régulièrement pour les avoirs importants qu'il a en France. En 2009, je vous le signale comme ça, mais en 2009, j'étais à Brazzaville en même temps qu'un autre bonhomme qui s'appelle Nicolas Sarkozy et qui était venu pour soutenir la réélection de Denis Sassou Nguesso. Il faut savoir aussi que le pétrole de Total à Pointe-Noire est une manne importante. Et puis Mayotte, aujourd'hui, c'est le 101e département français et j'ai entamé mon 3e séjour, là je vais bientôt y retourner, et j'avoue que c'est très compliqué là-bas, parce qu'il y a toutes les formes de ce qu'on peut appeler, sans euphémisme, un néocolonialisme. Voilà, donc ça c'est pour les aspects un peu ethnographiques, mais qui me ramènent assez vite à mes recherches qui vous intéresseront un peu plus, puisque le thème de la conférence, c'est ces jeunes qui nous font peur, à la socio-anthropologie de l'adolescence contemporaine, aujourd'hui. Mais ces terrains dans des sociétés traditionnelles ramènent toujours à ici. C'est un peu ça l'idée de l'anthropologie, c'est pas de comparer les sociétés ou de comparer les cultures avec un maître étalon, c'est d'essayer de voir comment l'une peut s'enrichir des apports de l'autre. Et pour vous donner un petit exemple, lors de mon dernier séjour à Brazzaville, en février dernier, pour justement leur remettre aux enfants qui avaient travaillé avec moi sur le bouquin, je suis allé dans un village où j'avais pas mal bossé, et une maman, dans ce village, m'a fait part de son inquiétude dans des termes assez extraordinaires. En fait, elle s'inquiétait parce qu'au Congo-Brazzaville, les 3 guerres civiles ont produit un exode rural massif. C'est-à-dire le Congo-Brazzaville, 4 millions d'habitants, 1 200 000 à Brazzaville, 800 000 à Pointe-Noire. Donc Brazzaville est un bidonville à ciel ouvert, et beaucoup de villages sont morts, et beaucoup de villages sont désertés. Et cette maman d'un village de Brousse me disait son inquiétude en ces termes. Elle me disait, vous savez Thierry, ici au village, un enfant de 10 ans, il se débrouille. Et elle m'explique. Un petit garçon de 10 ans, il sait pêcher, il sait chasser des oiseaux, il sait se fabriquer une petite hutte le soir pour s'abriter. Une petite fille de 10 ans, elle connaît tous les légumes. Elle sait cultiver le manioc, elle sait préparer le sakasaka, qui est le plat de base, et elle peut même assister sa mère et ses sœurs pour les accompagner lors d'un accouchement. Mais Thierry, à Brazzaville, un enfant de 10 ans, il ne sait plus rien faire. Voilà. Et elle venait de me faire une petite leçon d'anthropologie que Lévi-Strauss n'aurait pas reniée. C'est-à-dire cette différence fondamentale avec ce que nous avons conçu, construit ici, que nous appelons l'adolescence. Et donc, sur les ados, j'ai une des plus grosses enquêtes, c'est celle qui d'ailleurs intéressait Anne et dont je vous parlerai un petit peu plus aujourd'hui. C'est une enquête que j'ai faite entre 2004 et 2007 pour la protection judiciaire de la jeunesse. Je n'étais pas tout seul, on était 8. On a fait le tour des centres d'éducation renforcée, qui était un dispositif qui s'était créé 5 ans auparavant pour prendre en charge les mineurs délinquants en France. Et ça m'a donc amené à faire un gros travail
avec d'autres, sur la prise en charge des mineurs délinquants en France, d'un point de vue à la fois historique, d'où on venait et où on en était aujourd'hui. Et puis, depuis, j'ai travaillé pas mal sur les adolescents décrocheurs scolaires, plutôt en Suisse. Les Suisses sont plus intéressés par le décrochage scolaire que les Français. Et à la demande d'amis aussi, sur les questions de l'adolescence handicapée. Voilà, qui était une question qui m'était un peu étrangère et qui était intéressante parce qu'elle ramène aussi à autre chose. Et peut-être pour vous donner juste là un petit exemple, il y a 2 ans, le CREAI d'Alsace, donc le Centre régional d'aide à l'enfance et l'adolescence inadaptée, m'avait demandé d'animer un groupe de parole pour des parents qui étaient d'enfants polyhandicapés qui étaient sous amendement Creton. Je ne sais pas si vous connaissez cette affaire-là. Creton, oui, il faut que je le donne. Voilà, donc c'est on appelle l'amendement Creton parce que c'est Michel Creton, l'acteur, qui l'a proposé. En fait, il y avait une situation en France qui était juste absolument abominable pour les parents. C'est que nous n'avions pas assez de place en secteur adulte. Ce qui fait que lorsque l'enfant handicapé, qui était pris en charge en IMP ou en IMPRO jusqu'à 18, arrivait à ses 18 ans, comme il n'y avait pas de place en secteur adulte, il devait retourner chez ses parents le temps qu'une place se libère, ce qui arrivait très peu ou très tard. Pour des parents d'enfants polyhandicapés, ça les mettait dans des situations absolument terribles, terrifiantes, puisque parfois un des 2 parents était obligé de s'arrêter de travailler parce que c'est une prise en charge, le polyhandicap peut nécessiter une prise en charge quotidienne 24 heures sur 24. Donc l'amendement Creton dit simplement que tant qu'il n'y a pas de place en secteur adulte, le jeune est maintenu en secteur enfant. Voilà. Donc on a effectivement dans des IMPRO des jeunes qui ont parfois 23, 24, 25 ans et qui sont en attente d'une place en secteur adulte. Pour le polyhandicap, la place en secteur adulte, c'est la MAS, Maison d'accueil spécialisée, qui porte très mal son nom. Voilà, parce qu'ils sont à la masse au sens propre comme au sens figuré. Et les parents vivent ça très très mal, parce que pour eux, l'IMP, l'IMPRO, donc enfant-adolescent, c'est encore des lieux d'apprentissage, alors que la masse, ils vivent ça comme un mouroir, un dépotoir, etc. Donc le CREAI m'avait demandé d'animer un groupe de parole pour des parents dont les jeunes, dont les enfants allaient aller en masse, et donc qui évidemment le vivaient avec énormément de souffrance. Ça a été on parlait de confiance hier soir avec M. Bernardini. Il a fallu longtemps pour que la confiance s'installe dans ce groupe, parce que n'étant pas moi-même parent d'enfants handicapés, je n'avais pas forcément la légitimité immédiate pour m'adresser à eux. Et à un moment donné, lorsque la confiance s'est installée, il y a un parent, un papa, qui m'a dit une chose extraordinaire. Il m'a dit « Maintenant Thierry, je peux vous le dire ». Alors c'était un papa qui était parent d'un garçon de 20 ans, polyhandicapé sévère. Et ce monsieur me dit « Vous savez Thierry, maintenant je peux vous le dire, avec ma femme, on espérait que, petit bénéfice secondaire, il ne fasse pas sa puberté. » Et bien il l'a faite, et sacrément faite. Et ça c'est assez extraordinaire, parce que ce que ce papa venait dire, c'est qu'il y a un invariant à l'adolescence qu'on ne peut pas zapper, c'est la puberté. Je pense qu'il y a quelques parents normopathes qui aimeraient bien zapper la puberté de leur adolescent, mais ça ne marche pas. Donc... Ouais. Voilà. Et puis, pour évoquer enfin la recherche que je mène actuellement, et en vous quittant, je vais partir pour 1 mois studieux d'écriture du livre qui conclura cette recherche. C'est une recherche qui est très d'actualité, vu le climat social. C'est une recherche sur les adolescents qu'on appelle de ce très vilain acronyme LGBTI. Lesbiennes, bisexuelles, gays, transgenres et intersexués. Je découvre un monde qui ne m'était pas totalement inconnu, mais quand même. Voilà. Et je découvre aussi l'extraordinaire violence que vivent certains de ces jeunes. Et juste pour vous en citer 2,
au mois de janvier, j'étais à Montpellier dans la seule association qui a reçu au niveau de l'État le label officiel pour pouvoir accueillir des jeunes victimes d'homophobie, le refuge, et donc ils sont voilà. Donc j'ai passé Nouvel An avec eux et j'ai pu interviewer pour mon enquête un certain nombre de jeunes accueillis. Et parmi ces jeunes, il y avait le petit Hassan, donc originaire de culture musulmane, gay, et qui m'a raconté que il se doutait bien que ses parents de culture musulmane et un peu frustres n'allaient pas bien accepter son choix amoureux. Il avait un petit copain et au bout d'un moment, c'était insupportable pour lui de vivre dans le mensonge par rapport à ses parents, donc il était décidé à faire ce qu'on appelle le coming out, donc à révéler à ses parents son choix amoureux. Il s'est dit, ils vont pas l'accepter, ils vont me foutre à la porte quelque temps, mais après, on renouera les liens. Et donc, il avait assuré ses arrières, et son copain, qui avait un appartement, était prêt à l'accueillir. Donc, aussitôt dit, aussitôt fait, un soir, sa mère était seule. Il se dit, je vais commencer par elle, parce que les mamans, c'est quand même plus cool que les papas, paraît-il. Et donc... paraît-il. Et donc, il s'adresse à sa mère en lui disant, voilà, maman, j'ai quelque chose à te dire, je suis homosexuel. Et la maman réagit en lui disant, c'est pas grave, mon fils, c'est pas grave, mon fils, tu es malade, on va te soigner, on va trouver le bon médecin, le bon thérapeute pour te soigner, pour te guérir de ça. Et le jeune homme lui dit, non maman, écoute, faut que ce soit très clair entre nous, je ne suis pas malade, je suis heureux, je suis amoureux, j'espère un jour pouvoir te présenter mon petit copain, je ne veux pas être soigné. Voilà. Sur ces entrefaites, le père arrive. Et donc... le suspense, le père arrive, et donc... voilà. Et donc Hassan dit, tiens papa, puisque tu arrives, je venais justement de donner une nouvelle à maman, je te la donne aussi, voilà, je suis homo. Et puis la mère, tout de suite, de prendre la parole, en disant, oui, je lui ai dit qu'on allait le soigner, qu'on allait lui trouver un bon médecin, etc. Et Hassan, et le père dit, bon, écoute ta mère, etc. Et Hassan dit, non, je ne peux pas être soigné, je suis heureux, j'aime un garçon, je vais vivre avec lui, etc. Et ce qu'il craignait arrive, son père lui dit, alors tu n'as plus rien à faire ici, tu dégages. Il avait préparé ses bagages. Je savais que ça allait se passer comme ça. Donc il s'apprête à partir, et au moment de partir, il dit à ses parents, je voulais juste vous dire une chose, c'est que je vous aimerai toujours. Et le père lui répond, crève vite. Voilà. Donc ça c'est la première rencontre, Hassan. Deuxième rencontre, plus récente, puisque c'était la semaine dernière, je rencontre un petit Michel. Alors lui, il vit quelque chose d'absolument terrifiant. C'est que ses parents, toute sa famille est homophobe, catholique, intégriste, Monseigneur Lefebvre et N consort. Donc il a été obligé d'accompagner ses parents à toutes les manifs contre le mariage pour tous, à crier toutes les insanités, à entendre toutes les blagues les plus insupportables dans les réunions de famille, en disant « Tu te rends compte Thierry, je suis gay et j'étais à côté de Brigitte Bardot et tous les autres, etc. » Voilà. Une violence absolument incroyable. Voilà qui... me permet de faire un point qui me semble très important, c'est que pour moi, ce qui permet de comprendre l'adolescence contemporaine, les problématiques adolescentes contemporaines, c'est la plus grande mutation que le XXe siècle a connue. C'est les mutations de la famille. La famille a complètement changé. Et du coup, ça cristallise toutes les peurs, ça cristallise tous les replis identitaires, ça cristallise tous les imaginaires de la famille. Quand on entend les cinglés là, qui pensaient qu'on apprenait la masturbation à la maternelle à nos enfants, là, qui ont fait la journée de retrait, mais on voit bien que
Ce à quoi il rêve, c'est une famille qui sans doute n'a jamais existé et n'existera jamais. Et bon, de temps en temps, il faut leur rappeler quand même que la famille a évolué. Quand on dit la famille a évolué, c'est pas rien de le dire. Hein. C'est-à-dire en 1900, en France, il faut se le rappeler, il y avait une seule sorte de famille qui faisait norme. En sociologie, on a l'habitude, quand on évoque la famille, de dire que ce qui fait famille, c'est trois petites instances que vous connaissez bien, c'est la sexualité, la conjugalité, c'est-à-dire le fait d'être en couple, la parentalité, le fait d'être parent. Ben, ces trois instances, sexualité, conjugalité, parentalité, elles étaient en 1900 interdépendantes. Ça veut dire pas de sexualité en dehors des liens sacrés du mariage. Et les bordels, hein? ils servaient à quoi? Ça, c'était pour les bons pères catholiques pratiquants pour déguiser leur fils avant le mariage. Et oui, bien sûr, mais c'est pas l'hypocrisie, vous savez, quand vous entendez, vous avez vu quand même que la semaine dernière, la police anglaise a arrêté 660 pédophiles. 660 pédophiles en Angleterre. 39 d'entre eux étaient connus des services de police. Tous les autres étaient inconnus et il y avait des éducateurs, des professeurs, des curés, des machins, etc. Voilà. Bon. Donc, oui, donc bien sûr, l'hypocrisie, elle a toujours été... voilà, j'ai interviewé parmi les jeunes, notamment du refuge de Montpellier, j'ai interviewé énormément de jeunes qui, notamment des garçons, qui, ayant été mis à la porte de leur famille en ayant révélé leur homosexualité, se sont livrés à la prostitution, parfois juste pour survivre. Eh bien, ces garçons, parfois aussi ces transsexuels, me disent que 90% de leur clientèle, c'est des hétéros. Voilà. Hein, donc l'hypocrisie, elle est bel et bien là. Mais quand même, en 1900, on est dans cette norme qui fonctionne. Voilà, bon, avec toute l'hypocrisie, on sait très bien que dans toutes les familles, on précipite des mariages parce qu'il y a des ventres qui sont en train de s'arrondir. Mais voilà, mais la norme, c'est ça. Pas de sexualité avant le mariage. Quand même, pour vous rappeler un truc, hein, je me fais un plaisir de le rappeler à mes étudiantes assistantes sociales, en 1900, le fait d'être enfant de concubin en France est un motif de placement à l'assistance publique. Et les assistantes sociales de l'époque n'ont aucun état d'âme. Elles placent. Aujourd'hui, il y a un enfant sur deux en France qui naît d'union libre. Donc vous imaginez s'il fallait placer la moitié de nos gamins à l'aide sociale. Bon, ça ferait du boulot en même temps. Il y aurait des emplois. Voilà. Aujourd'hui, ces trois catégories, sexualité, conjugalité, parentalité, sont totalement autonomes. Ça modifie la donne. Alors évidemment, avec des crispations, avec des replis, avec des gens qui ne supportent pas, etc. Mais voilà. Une grande majeure partie d'entre nous imagine demander à un adolescent s'il a le droit de faire l'amour avant de se marier. Il va faire pipi dans sa petite culotte de rire. Hein, voilà. Sans se douter que c'était la préoccupation de ses grands-parents, de ses arrière-grands-parents. Voilà. Il y a 1001 manières de faire couple, hein, et aujourd'hui, plusieurs manières d'être parent. Ça, c'est sans doute cette mutation de la famille, c'est une des raisons qui explique l'apparition de l'adolescence. L'adolescence au sens construction socio-culturelle de l'adolescence. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est assez marrant de le rappeler, mais l'adolescence, telle qu'on la conçoit, telle qu'on la travaille aujourd'hui, c'est une construction sociale extrêmement récente. Hein. Les sociologues sont à peu près tous d'accord pour dire que ça date de la deuxième moitié du XXe siècle, donc 1945. Il y a des prémices, bien sûr, que la Révolution française a créé des icônes et des prémices de l'adolescence. Bien sûr qu'il y a des figures d'adolescence dans la littérature du XIXe, mais l'adolescence, au sens où on l'entend, c'est vraiment une construction sociale et culturelle de la deuxième moitié du XXe siècle, et elle arrive avec à la fois les mutations de la famille, l'accroissement du temps des études et l'entrée différée dans la vie active. Et cette adolescence,
aussi, pour le dire rapidement, c'est une adolescence quand même assez étrange, surtout étrange quand on vient du Congo, par exemple, ça fait encore plus étrange quand on raconte ça aux mamans congolaises comme celle que j'évoquais tout à l'heure, c'est que chez nous, nous n'avons plus ces rites de passage qu'on peut trouver dans les sociétés traditionnelles et qui permettent de manière magico-religieuse de passer du monde des enfants au monde des adultes, parfois très rapidement. On a à la place un troisième terme qui vient entre l'enfance et l'âge adulte, l'adolescence, et qui, quand même, en 1945, Zazo, un psy, l'identifie comme la classe d'âge des 14-18 ans. Et il la circonscrit à ça, ce qui fait que, immédiatement après la guerre, les ados, c'est les lycéens, quoi, grosso modo. Et puis, on va s'apercevoir que tout au long du XXe siècle et jusqu'à aujourd'hui, cette adolescence ne va pas arrêter de s'allonger en amont et en aval. Dans les années 60, on nous invente les préados, grosso modo les collégiens. À l'époque, Martine Aubry dirigeait une fondation qui avait travaillé sur les préados et qui avait appelé cette classe d'âge la génération invisible. Bon, aujourd'hui, elle est très visible, mais à l'époque, on l'appelait comme ça. Fin des années 70, on a vécu deux chocs pétroliers, on rentre dans la crise, dans la première grande crise économique du XXe siècle, avec le chômage de masse, la poche endémique du chômage des jeunes, et à ce moment-là, les démographes se posent une question quand même drôlement intéressante, c'est, bon, alors maintenant il y a de l'adolescence, ils font des études plus longues, ils entrent plus tard sur le monde du travail, et en plus ils sont plus touchés que les autres par le chômage. Alors, à quel âge, en moyenne, un petit Français, une petite Française, est-elle autonome financièrement de ses parents? Et le chiffre tombe, et il n'a quasiment pas varié d'un iota aujourd'hui, c'est 28 ans. 28 ans, l'âge moyen de l'autonomie financière. Alors, précaution, c'est une moyenne, c'est un médian. C'est-à-dire vous avez aussi bien le fils de bonne famille qui fait des études de médecine et qui n'est pas autonome, que le pauvre gosse qui va frapper tous les matins à la mission locale. C'est un médian. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est qu'il y a un autre chiffre qui est tombé cette année, qui est assez intéressant, c'est que l'âge moyen de la décohabitation en France, c'est 22 ans. L'âge médian de la décohabitation. C'est-à-dire décohabitation, c'est-à-dire le moment où le gamin ou la gamine quitte le domicile de papa-maman. Mais ça ne veut pas dire qu'il est autonome financièrement. C'est encore papa-maman qui paye la chambre d'étudiant ou de studio. Voilà. C'est l'âge des médianes. Pardon? Des moyennes ou des médianes? Médians, des médians. Et voilà. Et ça continue. Donc on a les ados, les pré-ados. Ces jeunes qui sont autonomes à 28 ans sont appelés les post-ados, donc les post-adolescents, 18-28. Et puis on va encore allonger cette adolescence. Alors, il faut rendre à César ce qui est à César, même si César est un sale con. En 2000, il y a un concept qui fait florès et qui depuis est rentré dans le dictionnaire de la langue française, et qu'on doit à un type imbuvable qui s'appelle Tony Anatrella, qui a été le porte-parole de Joseph Ratzinger sur les affaires de mœurs. Et semble-t-il, il était un peu du genre, faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais. Mais bon, il a écrit un livre qui est assez intéressant quand même. Voilà, comme quoi, c'est toujours un peu embêtant quand les gens imbuvables écrivent des choses intéressantes parfois, qui s'appelle Interminable adolescence, et où, de sa place de psychanalyste, puisqu'il était aussi psychanalyste, il interroge cette durée, et en créant le concept d'adolescence. L'adolescence, donc qui est rentré dans le dictionnaire. Donc un adolescent, c'est un adulte qui continue de se comporter comme un ado. Voilà. Sans doute, c'est peut-être un peu plus compliqué que ça, et sans doute que nous sommes dans des sociétés adolescentes, c'est-à-dire que nous sommes dans des sociétés où il fait plus bon vieillir. Et là aussi, je veux dire, pour aborder les problématiques adolescentes, on ne peut pas faire l'abstraction de ça.
je raconte souvent quelque chose de très banal, mais quand mon fils adolescent, j'allais le chercher au lycée, il est arrivé une ou deux fois que ses copains, copines lui disent « c'est ton grand frère ?» Évidemment, j'étais flatté. Lui était foudrage, quoi. On est pris son vieux pour son frangin. Voilà. Et en même temps, vous voyez, on est là-dedans. Je veux dire, quand vous êtes dans des réunions de copains, et que vos amis vous présentent de nouveaux amis, et qu'à l'occasion, qu'est-ce que tu fais? Ah oui, je suis au MAN, etc. Mais au fait, t'as quel âge? Puis vous dites votre âge, et des fois, vous avez le bonheur d'entendre dans le retour, ah, tu les fais vraiment pas. Et là, on se dit, bingo, on a bien fait de venir, sauf que ce qui est un compliment aujourd'hui pour la majeure partie d'entre nous, est une insulte au Congo-Brazzaville. Dites à un vieux qui fait jeune, c'est juste, mais pas possible. Et même, ça l'aurait été une insulte pour nos grands-parents, nos arrière-grands-parents. Donc, on a changé la donne. Donc, l'adolescence, évidemment, ça peut durer. On peut encore se la péter sur son lit de mort en Santiago et en perfecto. Et ça continue en aval. C'est-à-dire que vous avez un phénomène, alors c'est les anglo-saxons qui l'ont découvert, ils ont appelé ça les teenagers. Alors, à ne pas confondre avec les teenagers, qui sont les ados. Les teenagers, c'est un néologisme anglais à partir de between. Moi, j'ai proposé pour les étudiants de la fac de faire une traduction française très personnelle. J'ai proposé d'appeler ça les lolitas et les lolitos. Parce qu'il y a aussi des petits garçons, pas de raison. Et c'est quoi les teenagers ou les lolitas, les lolitos? Ce sont des petits, parfois très petits, qui, soit avec la pression de leurs parents, soit avec le consentement de leurs parents, jouent à être des ados. Voilà. Alors on a la sortie de Chantal Joanneau sur l'hypersexualisation de nos jeunes, on a les concours des minimis, enfin tout un tas de phénomènes comme ça qui alimentent cette chose-là. Les psys vont vous expliquer que c'est pas bon du tout, qu'il faut laisser à l'enfant le temps de l'enfance et que les affres de l'adolescence viendront bien assez tôt. Du côté des sciences sociales, ce qui nous intéresse quand même, c'est un peu autre chose. C'est que quand on regarde ce phénomène à la loupe, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? Eh bien, on s'aperçoit que c'est la reproduction la plus archaïque, la plus archétypale, la plus caricaturale des rôles sexuels les plus insupportables. Parce que qu'est-ce qu'on propose aux petits garçons à qui on met un bandana, un perfecto, des Santiago, etc. D'être avant l'heure un sale petit macho. Et qu'est-ce qu'on propose à la petite fille qu'on maquille ou à qui on offre un string? Voilà, point de suspension. Et puis, ça continue encore. 2006, fin 2006, François de Singly, sociologue spécialisé de la famille, invente un nouveau concept. Alors lui, il n'est pas rentré dans le dictionnaire comme l'adolescence, c'est un truc de bouche de druide à oreille de druide. C'est les adolescents. Donc c'est le titre de son livre, les adolescents, pour désigner des adolescences de plus en plus précoces, avec des parents dans un grand désarroi, parce qu'ils s'attendaient à avoir des revendications d'ados chez leurs gamins ou leurs gamines vers 14-15 ans, puis ils ont des petits schroufs de 7-8 ans qui ont déjà des revendications d'ados. Des ados naissants. Ados naissants, en un seul mot. Ados naissants. Naissance, comme la naissance. Voilà. Alors, vous voyez, ce qui est quand même assez étonnant, c'est que aujourd'hui, dans nos pays si modernes qu'on ne sait plus comment désigner la modernité,